Donc nous avons travaillé sur un mélange d'antibiotiques qui sont les tétracyclines, qui sont assez largement utilisés, et donc on s'intéressait à leur détection et leur séparation dans un but après de les étudier dans des procédés de dépollution. Et auparavant, il fallait donc mettre au point le process d'analyse. Donc ces molécules sont relativement proches au niveau moléculaire, ce qui les rend assez difficiles à séparer. Dans la littérature, des auteurs sont arrivés à mettre au point des séparations, mais ont montré qu'il y avait des effets antagonistes entre différents solvants. Et du coup, pour essayer de moyenner un peu ces effets antagonistes, ont plutôt eu l'habitude de prendre un mélange des deux solvants organiques qu'on rajoute généralement dans les phases mobiles aqueuses, qui étaient de l'ordre de 75% d'acétonitrile et de 25% de méthanol. Donc ça nous a donné envie d'étudier quels sont vraiment les paramètres qui influencent la qualité de la séparation de ces tétracyclines, de manière à essayer de déterminer un design space, c'est-à-dire une zone robuste dans laquelle on pourrait séparer ces composés-là sans difficulté, et essayer d'avoir des explications aux résultats que l'on va trouver avec ce design space. Donc nous avons commencé par déterminer les facteurs qu'on allait vouloir étudier, donc qui sont essentiellement d'abord la nature de ce solvant en fin de gradient. Donc on commence toujours avec à T0 une phase aqueuse de 100% eau, et puis un gradient avec différents pourcentages d'acétonitrile et de méthanol. Au début, donc on a commencé juste à viser un 100% acétonitrile ou un 100% méthanol à la fin. On a étudié le débit dans les limites de notre appareillage, le pH puisqu'il est important vu les pK que nous avons pour les molécules, et la température aussi de la colonne pour pouvoir jouer sur la viscosité en raison du méthanol en particulier. Alors, les réponses que l'on a choisies, elles visent à caractériser la qualité de la séparation. Donc, on a choisi d'étudier la résolution qu'on veut supérieure à 2, la largeur des différents pics, dont nous avons 4 molécules, donc 4 largeurs qui sont mesurées à chaque fois, et 2 résolutions, ce qui fait pour chaque analyse la mesure de 6 grandeurs. La technique utilisée, donc, c'est un UPLC Waters avec une détection par une barrette de diode, et nous avons travaillé sur 2 types de colonnes. La colonne CSH qui est relativement plus classique et qui ressemble à celle qu'on trouve dans la littérature avec ces fameuses conditions moyennes, et une technologie un peu différente qui est une colonne Cortex de type Korshell. Donc l'étude a été doublée pour chaque colonne. Donc nous avons commencé par faire une démarche assez classique avec une matrice factorielle fractionnaire pour déterminer les facteurs vraiment influents, les interactions, et ensuite avec ces facteurs-là, nous avons fait un réseau de Euler pour déterminer l'espace où on pouvait faire correctement la séparation. Et ensuite, vu les résultats, nous avons fait une étude quantitative de relation structure-rétention avec un réseau de neurones, pour essayer d'expliquer les résultats trouvés précédemment. Donc sur la première partie, c'est assez classique, nous avons 4 facteurs, on n'a pas fait les 16 expériences, on a coupé la matrice, le générateur permet d'avoir des effets ici principaux qui sont assez bien séparés, les effets d'interaction ici. Voilà l'ensemble des manips réalisées, donc c'est doublé, vous avez les 2 tableaux de couleurs différentes pour les 2 colonnes, avec pour chaque expérience les 6 mesures, et je vais expliquer juste la démarche sur la colonne qui est un petit peu plus foncée sur une largeur de pic. Donc avec le diagramme de Pareto, on a les valeurs des effets principaux, leur situation par rapport à l'intervalle de significativité. Donc par exemple sur cette largeur de pic, on voit que la température, le 4e facteur ici, n'est pas significatif. Du coup, nous avons décidé de l'enlever des interactions dans lesquelles il est impliqué. Les 3 premiers facteurs sont prépondérants, enfin surtout les 2 premiers, ce qui donne des résultats quand même assez logiques pour les chromatographistes. C'est pas vraiment un scoop, mais ça confirme bien les choses. Donc ces 3 facteurs se trouvent être en interaction ici. Vous les
Donc on a étudié ces interactions qui se trouvent donner des résultats compatibles entre eux et on arrive donc pour cette largeur de pic à un jeu de données qui nous permet d'avoir la largeur de pic minimum. Donc nous avons fait ça pour toutes les largeurs de pic et puis toutes les résolutions pour chacune des colonnes. Alors là vous le voyez pas bien, c'est la colonne cortex. Et il est apparu les fameux effets un peu antagonistes qui avaient déjà été un peu mentionnés dans la littérature. C'est-à-dire que pour avoir une bonne largeur de pic, il faut travailler plutôt avec de l'acétonitrile, un grand débit. Et pour la résolution, c'est plutôt le méthanol avec un débit plus faible. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose avec ces deux facteurs-là. Et les résultats sont tout à fait identiques avec l'autre colonne. On retrouve le même genre de résultats. La température est ou non significative, ou bien on a décidé finalement de la fixer, et le pourcentage d'acide ou le pH n'est pas non plus le paramètre qui pose problème. Donc au final, nous avons décidé de fixer la température, nous avons fixé le pH aux conditions qui satisfaisaient donc toutes les largeurs de pic et les résolutions, et nous nous sommes concentrés sur les deux plus problématiques, le type de solvant et le débit, et nous avons fait donc un réseau de Euler avec ces deux facteurs-là pour essayer d'optimiser et de trouver est-ce qu'il existe une zone où on va pouvoir tout satisfaire, largeur de pic et résolution. Alors, le réseau de Euler qu'on a fait donc avec ces deux facteurs-là, il fait intervenir toujours le débit, ici verticalement, horizontalement les variations donc des pourcentages d'acétonitrile et de méthanol. Donc là, on va de 100% méthanol à 100% acétonitrile avec des proportions variées de ces deux solvants-là. Et donc vous avez en bas le pH et la température qui sont fixés. Donc pareil, l'ensemble des données, les répétitions, l'ensemble est calculé, validé et voilà le genre de réponse que l'on a obtenue. Alors ici c'est pour une colonne, la colonne cortex. Donc j'ai rassemblé les figures qui vous donnent les courbes d'isoréponse, c'est-à-dire la variation de la réponse, donc qui est la largeur de pic. Donc pour les 4 largeurs de pic, globalement c'est des figures qui sont presque un peu similaires, qui montrent que l'influence sur ces largeurs de pic est conjointe pour les deux facteurs et que plus le pourcentage de méthanol augmente, plus on doit augmenter le débit. Donc en additionnant les zones favorables qui sont sur les schémas de gauche, les zones les plus claires, on obtient ce schéma-là que vous avez qui compile les zones de satisfaction ici, à l'intérieur du cercle rouge, et on voit que c'est à peu près la même chose pour toutes les largeurs de pic. Pour ce qui est des résolutions, maintenant les schémas obtenus sont différents. Donc on a ici une résolution entre deux tétracyclines où on voit clairement, parce que les courbes d'isoréponse sont verticales, que le débit est quasi sans influence, c'est-à-dire une variation verticale n'amène pas de variation de la réponse, et c'est juste la proportion de méthanol et d'acétonitrile qui a un rôle sur cette résolution. Et on obtient une zone assez favorable dans tout le domaine. Par contre, pour l'autre résolution entre les deux autres tétracyclines, on a plutôt une influence conjointe des deux facteurs et une zone d'intérêt ou de satisfaction qui est beaucoup plus faible. Néanmoins, on peut ajouter toutes ces zones de satisfaction et obtenir la partie grisée que vous avez assurée ici, qui est ce qu'on appelait le design space, c'est-à-dire la zone où on va pouvoir satisfaire tous nos critères, largeur de pic et résolution. Ça donne une zone assez large quand même, qui correspond justement à ces conditions moyennes qui sont trouvées dans la littérature. Mais dans la littérature, c'est pas du tout avec ce genre de colonne qu'on trouve la condition moyenne. Là, c'est une colonne qui est très différente. Mais on voit que avec cette colonne-là, ces conditions qui mélangent un peu les deux solvants sont acceptables. Et donc, on a fait des expériences pour vérifier ces prévisions qui sont celles au point A. On va en reparler juste après. Je vous présente les résultats obtenus pour la deuxième colonne.
avec le même principe où on a ajouté toutes les zones de satisfaction. Donc là, on voit, première chose, c'est que dans la zone moyenne qui est habituellement utilisée dans la littérature sur ce genre de colonne, il n'y a pas du tout de zone de satisfaction. C'est-à-dire que là, ce qui consiste à mélanger un peu tout pour qu'on moyenne les effets, ça ne donne pas les avantages des différents solvants, mais plutôt les inconvénients. Et donc, on n'est pas dans une zone de satisfaction. Donc, il faut être sur les bords, c'est-à-dire soit avec beaucoup de méthanol et un débit un peu plus bas, soit ici une toute petite zone où on a beaucoup de méthanol et un débit qui est plus élevé. Donc les conditions moyennes sur ces colonnes-là, qui sont proches de celles de la littérature, ne sont pas adaptées. Et on montre bien que c'était très utile de faire un réseau de Delaire parce qu'on ne serait jamais allé chercher ces petites zones dans les coins du domaine pour y travailler. Donc en ce qui concerne les points tests, donc là aussi on a fait un point test que j'ai appelé B, alors qui pour des raisons techniques est un peu en marge de la zone de satisfaction, mais il n'est pas loin. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus avec ces deux points qui servent à valider. Donc pour la première colonne, les résultats sont très bons, la séparation est parfaite, et les largeurs de pic et les résolutions correspondent tout à fait aux valeurs qu'on s'était fixées. Pour la deuxième, c'est à peu près ça pour les largeurs de pic, c'est un peu moins bon quand même, et on a une des résolutions qui est valable, l'autre qui est un petit peu... Bon, pas tout à fait au-dessus de 2, mais bon, c'est pas trop mal quand même. Et donc, on a souhaité continuer un petit peu pour essayer d'expliquer pourquoi on a trouvé des conditions si différentes pour ces types de colonnes-là, et surtout aussi pourquoi on a une inversion dans l'ordre de sortie des tétracyclines, comme c'est encadré en rouge. Donc, on a continué l'étude pour essayer de comprendre un petit peu plus avec des réseaux de neurones et avec une étude de relation rétention-structure. Donc, les réseaux de neurones, à partir des molécules, par modélisation moléculaire, on va extraire un certain nombre de paramètres qui caractérisent la molécule, et ces paramètres sont utilisés en entrée d'un réseau de neurones pour essayer de les relier à la propriété de sortie qui, pour nous, était le temps de rétention. Donc avec l'objectif de trouver les poids qui vont relier ces paramètres moléculaires vis-à-vis du temps de rétention. Alors voilà ce qu'on a obtenu. Donc on a fait ça dans nos deux zones qui ont servi pour valider les résultats. Donc pour la première colonne où on avait une assez large zone, la colonne cortex, on a montré qu'il y avait essentiellement qu'un seul paramètre important qui était le log de P. Et donc du coup ça explique que la largeur de pic soit toujours à peu près satisfaite, qu'elle soit faible et que du coup le débit employé avec la colonne soit faible. Et par contre, pour l'autre colonne, où on avait juste deux toutes petites zones et où les choses semblaient un peu plus compliquées, effectivement, on voit qu'il y a un très grand nombre de paramètres moléculaires qui vont influencer la rétention et que donc, du coup, pour avoir de bonnes conditions de séparation et des pics fins, notamment une bonne résolution, on est obligé d'augmenter le débit pour contrebalancer un peu ces interactions secondaires. Donc voilà, en résumé, donc on a suivi une démarche donc qui visait à déterminer les paramètres influents. Une fois qu'on les a déterminés, utiliser un réseau de Delaire pour bien avoir le design space robuste où on peut faire la dégradation, la séparation, pardon, et ensuite un réseau de neurones pour essayer d'expliquer ce que l'on a trouvé. En perspective, donc vous avez un exemple là de la séparation obtenue. En perspective, donc on veut continuer à valider ce travail en utilisant, en faisant d'autres points dans les petites zones notamment qu'il nous reste à faire, et puis à complexifier un peu le mélange parce que là il y a 4 tétracyclines mais il y en a d'autres de cette famille-là, donc est-ce que ce que l'on a trouvé avec ces 4-là va être aussi favorable si on a un mélange plus complexe avec d'autres tétracyclines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Florence. J'avais juste une question parce que je reviens là sur le design space là dont tu parles. Il y a quand même une notion au niveau de définition du design space, il y a une notion de probabilité. Là, en fait, vous avez pris quoi comme définition pour délimiter le design space? En fait, si tu veux, le design space que tu montres là me fait plus penser
à un résultat de désirabilité, en fait, une définition de désirabilité plutôt qu'un design space. Oui, oui, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est la zone qui va satisfaire tous les compromis. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, ce que j'allais dire, parce qu'à la limite, je pense que si tu avais fait un vrai design space, sur la deuxième colonne, il t'aurait rien d'autre. Oui, c'est ça. Je pense. Rien. Ce qui explique un peu le fait que tu aies rien, que ça soit pas si bon sur le deuxième point. Oui, puis en plus, il est un peu excentré, donc il faut qu'on le remette dans parce que la notion, en général, dès que tu allais faire intervenir la probabilité, ça sortait pas, quoi. Ça sortait pas. Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est sûr. D'autres, des questions? Ah, là-bas, Jérôme, vas-y. Vous n'avez pas eu des soucis au niveau des choix, notamment de l'utilisation de la résolution? Parce qu'on tombe sur une fonction qui n'est pas monotone à cause de l'inversion des pics. Quand vous avez fait votre étude design space, désirabilité? Oui, c'est-à-dire des soucis. Vous cherchez des conditions où la résolution, elle répond à un certain critère. Oui. Donc ce critère, en général, ça marche bien quand on a des fonctions qui sont des fonctions monotones. Là, se pose le problème de l'inversion des deux pics. Oui, alors il y a eu inversion des deux pics, mais ça n'a pas empêché qu'on trouve une résolution favorable quand même pour toutes les paires de pics, malgré l'inversion. Mathématiquement, on trouvera toujours une solution, mais je veux dire en pratique, est-ce que ça correspond à un comportement chromatographique? Alors là, je ne sais pas répondre. Il faudrait demander à mon collègue Jean-Christophe Garrigue, qui est le chromatographiste de l'équipe, parce que je ne sais pas. D'accord, je vais l'embêter tout à l'heure. Voilà. Une autre question? Ah. Merci de votre présentation. J'ai une petite question en fonction de l'objectif du travail. Au début, si j'avais bien compris, vous avez optimisé la séparation de ces types de tétracycline pour la dépollution. Oui. Or, ce que vous avez fait, vous n'avez pas tenu compte peut-être de certains métabolites que vous pouvez trouver et qui peuvent peut-être modifier la résolution, le temps de rétention. Tout à fait. Alors toute l'optimisation a priori que vous avez faite, il fallait la revoir en fonction de ces métabolites. Peut-être pas tout à fait, mais en tout cas au début il fallait de toute façon commencer par pouvoir au moins doser l'évolution de ces pics-là, au moins pouvoir suivre leur décroissance au cours d'un process de dégradation. Vous pouvez voir ici qu'il y a des petits pics parasites entre guillemets, donc qui sont certainement des produits d'oxydation parce que ces molécules sont pas très stables. Donc je pense que on est assez optimiste quant à la séparation en présence des produits d'oxydation. On espère quand même, mais bon, c'est un début, certes. Il faudra peut-être adapter un peu les choses. Voilà, ben, écoute, merci Florence. On va passer à la session suivante.